Président de la République et négociations gouvernement M23 AFC à Doha, un pacte social de la paix et le vivre ensemble dans la région des Grands Lacs mené par la SEMCO et l'ECC, consultation politique pour la formation du gouvernement de l'Union nationale par le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, inondation à Kinshasa. Et enfin, nous allons parler de la saga judiciaire qui se poursuit pour Matata Pogno dans l'affaire Boukangalonzo. Et pour décortiquer justement ces sujets, parmi tant d'autres, et qui alimentent les conversations parfois à bâton rompu dans les états-majors des partis politiques et dans les milieux scientifiques et même dans les rues à travers le pays, nous avons sur ce plateau Oscar Mbalkaïj. Bonjour Oscar. Bonjour Blaise. Mesdames Mbouyal Mangal, bonjour mesdames. Bonjour. Cédric Enina, bonjour. Bonjour Blaise. Les grands Moufégué, bonjour. Bonjour. Et enfin Edi Tchala, nous allons parler justement de tous ces points saillants qui constituent l'actualité au niveau de notre pays. Parce que il y a actuellement ces pluies diluviennes à répétition à Kinshasa, des pluies qui provoquent des inondations on ne peut plus inquiétantes avec mort d'hommes et des dégâts matériels très importants. Nous commençons d'abord par ce sujet, si vous ne trouvez pas d'inconvénients. Première réaction, Oscar Mbal, pourquoi ces inondations à répétition dans la capitale? Blaise, beaucoup qui vous savez, Kinshasa, c'est une ville à une forte qui est en train de connaître une pression démographique. Avec aujourd'hui, on parle de 17 millions d'habitants. Vous savez, les infrastructures routières ne suivent pas. Et chaque fois qu'il y a forte pluie, comme c'est le cas le 10 avril dernier, il y a eu des pluies diluviennes qui ont duré 13 heures, des pluies pendant 13 heures. Et vous avez vu les conséquences. Les quartiers comme Danou, à Limité, nous avons des bonhommes, ont été inondés. Pour la première fois, la rivière Njili, qui est un des affluents du fleuve Congo, est sortie de son lit et beaucoup de maisons ont été inondées et même des pertes en vies humaines s'en sont suivies parce qu'on parle déjà de près de 40 personnes qui ont perdu la vie à la suite de ces inondations. Moi, je pense que la question peut-être qu'il faudra se poser, c'est de revoir justement soit les plans urbanistiques ou encore lutter contre les constructions anarchiques parce qu'à Kinshasa, chacun veut avoir à tout prix un lopin de terre, quelles que soient les conditions, et construire là où on veut. Il y a manque d'un encadrement à ce niveau-là, ce qui est, à mon sens, à la base de tout ce déferlement des eaux. Mesdames Bouyal, les responsabilités sont partagées. Bien évidemment, je parlerai de la culture. Nous avons la responsabilité anthropologique de l'homme congolais vis-à-vis des lois qui existent. Il existe suffisamment de textes qui interdisent un certain nombre de milieux pour ne pas y habiter. Mais il arrive qu'au niveau du gouvernement, qu'on ait annoncé ces interdits. Mais le Congolais a tendance à vouloir défier la nature. Tous ces espaces, par exemple ce qu'on appelle le quartier Ndanou, c'était fait par les Chinois pour planter du riz. Oui. Mais les Congolais en ont profité pour pouvoir y construire des maisons. Et comme la nature... aurait du vide. Oui, la nature a agi. Et donc, c'est une responsabilité de l'homme congolais. Le refus de ne pas... Parce que chacun se dit, ça n'arrivera plus. Alors on dit, Dieu est là, Dieu va nous aider. Mais Dieu ne peut pas nous aider pour résister à la nature. Cédric Enina, mais gouverner, c'est prévoir. Bon, moi, je pense autrement. Je vois dans une grande échelle, parce que les images dramatiques qu'on a pu voir défiler sur les réseaux sociaux, que ce soit dans nos médias, ne sont pas trop différentes des images qu'on voit ailleurs, en France ou en Espagne. C'est-à-dire, on est dans une situation globale à l'échelle internationale, et c'est les effets visibles du changement climatique, parce qu'on ne veut pas en parler, on a comme l'impression que c'est une spécificité congolaise. Mais là, vous cherchez à exonérer les gens. Je n'exonère pas, mais je me dis, d'abord, ça doit être inscrit dans ce cadre d'une manière globale. Mais du point de vue gestion interne, notamment la gestion, l'anticipation sur les catastrophes, là c'est la part de responsabilité des pouvoirs publics. Donc à petite échelle, nous pouvons évoquer des arguments du genre de construction anarchique et autres. On en trouve aussi un peu partout, sauf que nous devrions avoir une politique cohérente en matière des catastrophes. En charge par la suite. Chez nous, ce qui est difficile,
c'est la gestion après crise qui pose problème. Et c'est ce qui fait que le problème devient de plus en plus difficile, voire ingérable, quand on n'arrive pas à stopper l'hémorragie. On a assisté aux premières pluies. La météo, notamment la Mételsat, annonce une pluviométrie plus qu'abondante. Pendant ce mois d'avril. Pendant ces mois d'avril, il est temps pour les pouvoirs publics d'anticiper sur la gestion des crises à venir. Et c'est ce qui ne se fait pas. Mais quant à dire que le Congo est le premier à subir ce genre de catastrophes, nous disons... On a toujours vécu ça sous d'autres cieux. Vécu, sauf que ça s'est accentué un peu par rapport au dérèglement climatique, ça il faut le dire. Les grands Moufouégué, il faut saluer ici la mobilisation spontanée des gouvernants et même les grands Moufouégué, il faut saluer ici la mobilisation spontanée des gouvernants et même de certaines autorités pour venir en aide à la population sinistrée. On les a vus loger au niveau des stades de Tata Raphaël, les autres un peu partout. Il faut saluer cette mobilisation spontanée des responsables après cette catastrophe. Tout à fait, Blaise. Juste après ces pluies diluviennes qui ont dévasté la ville, on a assisté à un élan de compassion, un élan d'assistance humanitaire de la part du gouvernement. Ça, c'est à saluer. Mais par rapport à l'aspect dévastateur de la question, moi, je vois les choses sous deux angles. Le premier, en amont, il faut parler en termes de co-responsabilité de ce qui est arrivé. Construction anarchique, mauvais lotissement, oui, ça c'est du déjà entendu. À ce niveau-là, c'est-à-dire en amont, les responsabilités sont à partager. Qui délivre les permis de construire? Qui lotit? Mais ce sont des services publics. Et ça se passe au vu aussi de tout le monde. Et ça se passe au vu de tout le monde. Voyez, j'habite le quartier riverain de la rivière Djili, on appelle communément quartier 8, le quartier contigu à l'église, excusez-moi, de Shekina. On a été victime? Je n'ai pas été victime, mais l'eau est arrivée jusqu'au niveau du mur de ma concession. Okay. Mais je voudrais dire que cette église occupe presque l'emprise ou les lits de la rivière. Qui a autorisé de construire à cet endroit? Mais les pasteurs disent avoir détenu des titres, des documents. C'est là la co-responsabilité. En amont, l'endroit est mauvais, mais ce sont les services publics qui ont délivré les permis de construire. C'est là la co-responsabilité au sens deuxième. En aval, il faut parler en termes d'une riposte structurée, d'une réponse institutionnelle. Ça veut dire quoi? La question de catastrophes liées aux inondations concerne aussi bien l'urbanisme, les ministères des affaires foncières, l'hôtel des villes. C'est une question transversale. Alors, il ne faut pas que les... C'est bien, j'ai vu par exemple la fondation de la Première Dame voler au secours des gens. Mais on a des services publics appropriés, notamment l'hôtel de ville et les autres La ministre des Affaires sociales aussi est allée et a amené le don du gouvernement au sinistré. Au nom du gouvernement, j'ai salué ça tout au début quand j'ai pris la parole. Oui. Mais je voudrais insister sur le fait qu'en aval, il nous faut des structures appropriées pour prendre en charge les sinistrés, les victimes de ces genres de drames. Donc en aval, il faut une réponse coordonnée, une réponse structurée pour qu'on ne puisse pas gérer les choses un peu comme on a fait la fois passée. Je voulais ajouter quelque chose, peut-être le contredire un peu, parce que s'il dit... Allez-y, c'est un débat. Justement, il dit il faut qu'il y ait une action coordonnée. Moi, je m'imagine que l'action est justement coordonnée, parce que le premier d'entre nous, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est descendu sur le terrain accompagné de la très distinguée Première Dame, pour d'abord venir au secours de sinistrés qui étaient installés au stade Tata Raphaël avant même les malades qui sont de rendre visite aux malades. Mais ça, c'est un élément de réponse. Attendez, je termine. Oui, justement, après, c'est maintenant le gouvernement lui-même qui a pris à bras le corps cette question humanitaire. Je vois la ministre des Affaires sociales qui revient à cette responsabilité. Et action humanitaire. Et action humanitaire à Mme Aziza Mounana, qui a fait les tours des sites où sont héberger tous les sinistrés, et le gouvernement prend en charge justement cette question coordonnée. Je n'arrive pas à comprendre. Il dit l'action doit être coordonnée. Ici, c'est un échange, c'est normal. Edith, c'est la contradiction. Hein? C'est la contradiction. Edith, là, c'est suffisant?
Bon, j'ai un regard assez particulier, je ne sais pas exactement ce que je dois dire, mais je rappelle quand même que il est écrit qu'un gouvernement responsable, c'est celui qui apprend au peuple ou aux citoyens de ne pas compter sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement que le gouvernement est dans une approche structurelle, doit être dans une approche structurelle. Et les services, comme les services des affaires foncières, les services du ministère de l'Urbanisme et Habitat, ce sont des services qui doivent être responsabilisés. Ils ne le sont pas? Ils ne le sont pas. Et comment? Mais c'est évident. Vous allez sur ces terrains-là, vous trouvez que ces gens-là ont des documents signés par les services de l'État. Ce sont des irresponsables. C'est pas fort ça, Kala. Non, c'est la vérité, tout simplement. Vous avez les administrateurs des territoires, disons les bourgmestres. Mais ces gens-là, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont au bureau le matin? Mais ils vont travailler? Non, mais ils ne travaillent pas en réalité. Vous avez un bourgmestre, je prends un exemple, celui d'Indjili. C'est un exemple. C'est un exemple, justement. Il peut être tranquille comme celui de Massina. Des emprises, disons le lit de la rivière Ndjili, en train d'être grignoté au jour le jour par des individus qui construisent des maisons endurables. Au-dessus des autorités. Sans réaction. Mais le bourgmestre, lui, est toujours au bureau tous les jours. Il ne fait pas la ronde des différents quartiers? Non, mais c'est là qu'il y a une irresponsabilité. Mais il y a un problème beaucoup plus sérieux. Vous avez vu que la nature, il faut la respecter. Vous avez vu que la cité du fleuve a été construite sur le lit du fleuve. Mais toute la République s'est mobilisée pour aller là-bas. Pour construire, donc réduire le lit du fleuve Congo. Tout le monde est content. Alors que la Kinshasa a des espaces partout où on pouvait construire une cité comme celle-là. Le plateau de Batéké, par exemple. Le plateau de Batéké. Vous constatez qu'on est... On ne regarde pas sur le long terme ce que nous devons faire. On agit dans un court-termisme coupable. Vous avez dit que le président de la République est allé voir les sinistres. Le président est dans son rôle. Il est le chef de l'État. Quand il y a un sinistre comme celui-là, il descend sur les lieux. Je crois quand il réunit ces services-là, montre qu'ils sont aux côtés du président, qu'ils ont fait ce qui devrait être fait. Alors qu'en réalité, on pouvait anticiper. Non. Vous avez, j'ai parlé des services, j'ai parlé de l'irresponsabilité, vous avez dit que c'est dur, mais en tout cas, quels que soient les mots, c'est ce qu'il faut dire, les bourgmestres ne font pas ce qu'ils doivent faire, ils jouent pas leur rôle. Nous avons parlé de la nature, mais il y a aussi la responsabilité individuelle du citoyen. Ah oui. Les caniveaux sont bouchés parce qu'il y a des gens qui estiment que chaque matin, j'ai vu des images des gens qui vont déverser les poubelles. Oui. Dès qu'il y a une pluie, lui il prend les poubelles de chez lui, il va sur il jette ça dans les caniveaux. C'est ça, là où vous pouvez facilement parler de l'irresponsabilité des citoyens congolais. Même de ceux qui délivrent les certificats. C'est votre approche. Moi, je pense que l'irresponsabilité à tous ces niveaux-là. Donc, vous voyez que les Congolais lui-même, le Kinois lui-même, est aussi responsable dans une large mesure. Il y a eu pluie hier, après celle qui a causé de catastrophe. Vous avez vu que même à la Gombe, le même spectacle. Oui, il est difficile d'avoir des rues pas inondées. Parce que les arbres sont bouchés. Devant le palais du peuple ici, il y avait plénière hier. C'était vraiment toute une langue. Oui, parce que l'eau n'a plus de possibilité d'être évacuée rapidement. Les caniveaux sont bouchés. Ça, c'est la responsabilité du citoyen. Alors, que faut-il faire? Beaucoup qu'il y a, je pense que chacun doit jouer son rôle. Edith Chala l'a dit. Moi, j'ai suivi dernièrement, pas plus tard qu'hier, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a tenu une réunion d'urgence par rapport à la situation, à la catastrophe que la ville de Kinshasa a connue. Il y a eu un certain nombre de mesures, un train de mesures ont été prises, notamment l'interdiction de délivrer les documents d'autorisation de bâtir si dans les zones non édificantes, des zones privées de construction, parce qu'à Kinshasa on construit partout. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, c'est même récurrent. Et moi je me sens... On a toujours interdit. C'est du déjà vu. Mais le spectacle revient. Oui, mais le défi, c'est l'exécution de ces genres de mesures. Quand on parle du spectacle,
à ce niveau-là, j'estime que c'est quand même assez grave. Il ne faudrait plus redire ce qui a été dit, il faut plutôt agir. Oui. C'est du déjà entendu, désolé. Moi, je pense Même à écouter les différentes interventions, c'est-à-dire on a un problème structurel, un problème systémique. C'est-à-dire le service de l'État ne joue pas pleinement leur rôle. Tout à fait. Tout à fait. On octroie des permis de construction à n'importe qui. Avec laxisme. N'importe quel endroit. Sans avoir visité des sites. Ouais, on établit les documents, alors qu'aucun expert n'est descendu sur le lieu pour voir. Les cas de figure, il faut qu'on assiste à une sorte de purge au sein de ces services. Absolument. Notamment le personnel. Qui et ça arrive rarement. Mais quand même, il faut saluer. Madame Bouillard, vous vous attendez à des sanctions après cette calamité? Justement, ça veut dire qu'il faut que pour démontrer que l'État existe, il va falloir que le secrétaire général ou que le ministre agisse sur ces gens-là. Oui. Par exemple, qui a délivré ou qui avait délivré le document à l'église Shekinah? Ce document porte la signature de qui? S'il est encore vivant, mais on doit chercher des gens comme ça. S'il est mort? Même s'il est mort, mais on doit citer son nom pour qu'on S'il est mort, mais l'État n'est pas mort. Mais c'est cela. À titre posthume. Mais Blaise, il peut être condamné. Blaise, je pense que... Oui, terminé, on va changer le chapitre, hein, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Vous avez totalement raison. Moi, je pense que... Allez, pardon? Il y a à dire ici. C'est vrai. Blaise, je pense que l'État vient de très loin, passez-moi les termes. Hein. Nous venons d'un gouffre très profond, parce que vous savez, la RDC est dans une position géostratégique, d'abord au cœur de l'Afrique centrale. Rien ne peut faire sans passer par la RDC. S'il faut construire, par exemple, des projets intégrateurs, une route transnationale qui quitterait l'Afrique du Sud en passant pour le Maghreb, on doit absolument passer par la RDC. Or, mais nous-mêmes devons comprendre... quel type d'infrastructure? C'est ça justement. Et la RDC constitue un frein dans le programme, dans l'intégration continentale, le programme 2063, l'agenda de l'Union africaine. La RDC doit jouer un rôle très important. Mais la RDC constitue un trou noir dans le développement même du continent. Et nous devons prendre conscience... Mais nous devons prendre conscience ici à l'interne, prendre conscience, organiser... sanctionner. Nous sommes au niveau des sanctions. Médard parle à la sanction. Vous êtes d'accord avec Bouyal quand il parle de la sanction? Bon, je ne sais pas, moi je voudrais dire qu'au regard de la gravité de la dévastation, il faut des mesures impopulaires. Comme quoi? Comme désapproprier certaines personnes. Je parle de Shekinah. On ne va pas mettre la vie de tout un quartier, de toute une frange de la population en péril. Il y a une dimension spirituelle au niveau de cette église. Non, pas seulement une dimension spirituelle. Il faudrait dire que avant Shekinah, déjà, il y avait inondation. Ce n'est pas Shekinah qui a causé les inondations. Il faudrait bien replacer. C'est pourquoi, quand l'analyse n'est pas bonne, on ne donne pas de bonnes solutions. Souvenez-vous qu'en 1970, déjà, il y a eu 50 morts sur Makelele. Oui. La rivière Makelele. On a délocalisé les gens. On a délocalisé les gens. Ils sont allés en Passa. Ils sont revenus là-bas, ils ont reconstruit. Voilà, ils ont revendu. Non, mais ça veut dire l'exemple de en 1990, il y a eu encore inondation sur Makelele. La rivière Makelele. Avec les mêmes victimes. On a construit le pont Lunda Boulou pour essayer de résoudre le problème. Mais le laxisme de l'État date de longtemps. Il faudrait maintenant, comme vous avez dit... C'est les gouffres dont j'ai parlé tout à l'heure, nous venons d'un gouffre très profond. Il y a eu 40 morts. Il faudrait que quelqu'un prenne la responsabilité et quelqu'un réponde. Pour créer... Tu vois, quand on parle du Génocos, on dit garantie de non... répétition, garantie de non-répétition de faits. Oui, n'est jamais oublié, n'est jamais répété. Oui, n'est jamais répété, mais aussi n'est jamais recommencé. Il faudrait aussi que dans les genres de circonstances, il faudrait qu'on prenne cette résolution-là. Il y a eu mort d'homme, d'accord, la pluie est un fait naturel, mais il y a eu des gens qui ont délivré des certificats d'enregistrement sur des terrains qu'il ne fallait pas, tout en sachant qu'il ne fallait pas le faire. Ils ont la responsabilité, ils payent. Il faut sanctionner. Des mesures impopulaires, il faut sanctionner. Très bien. Alors, au niveau de ce chapitre, nous avions arrêté qu'il faut des sanctions aux responsables qui sont à la base de tout ce qui est arrivé pendant cette catastrophe aérienne, mort d'hommes, dégâts matériels très importants. Mais il ne faut pas que les gens restent comme ça. Il faut les sanctionner. Et les sanctions doivent venir des responsables, justement, qui dirigent les différents secteurs de ce pays. Un autre point, chers amis, vous êtes des historiens du présent, c'est ça les journalistes. Vous êtes des historiens du présent. Il y a sous peu le conseiller spécial du président de la République en matière
sécurité, le professeur Eberhond a organisé de consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. Ça a pris un peu de temps, on est allé même au-delà de 2 semaines. Beaucoup de gens ont défilé et pour être reçus, ils ont donné leur point de vue, mais ce qu'il faut dire, il y avait une certaine résistance de certains opposants. Comment vous pouvez faire la lecture de ce refus, de cette politique de chaises vides de la part de l'opposition? Et pourtant, les opportunités ont été données par le chef de l'État qui a chargé son conseiller spécial en matière de sécurité, mais les uns ont prôné la politique de la chaise vide. Je commence par Tchala. Merci beaucoup Blaise. Alors que je pensais avoir moins de paroles sur cette question précisément. Alors, je vais quand même dire que la politique de la chaise vide, c'est que comme j'ai suivi un prêtre catholique dans sa prédication qui disait que on nous a appris dans nos partis politiques d'aimer les leaders et de ne pas aimer la République. Donc, quand le leader donne un point de vue, c'est un point de vue... le culte de la personnalité. Quand le président de la République dit qu'il faudrait qu'on se mette ensemble, la nation est en danger. Ce danger-là est connu de tous. Vous êtes opposants, vous perdez quoi en allant, en donnant une idée, même si vous ne participez pas au gouvernement. Vous allez donner votre point de vue sur l'avenir de la République qui est menacé. Je pense que ce qui a été fait est fait, et forcément le président de la République en tiendra compte et sortira ce gouvernement de large union nationale. L'essentiel, c'est que l'idée ait été donnée et qu'il y ait des gens, des politiques qui ont répondu, qui ont donné des idées. Oui. Et je pense que sur ce fond-là, on pourra avoir un gouvernement mis en place dans cette perspective d'union nationale pour affronter cet ennemi commun qui menace l'avenir de la République démocratique du Congo. Les grands problèmes, les grands moufouégués, pour vous appeler les grands, ils vous appellent comme ça et on vous appelle comme ça. Les grands problèmes, c'est ce gouvernement d'union nationale sera composé de qui et de qui? Oui, mais je vais d'abord faire un retour en arrière. L'idée des consultations gérées par les sécurocrates et Berhand Kolongele, c'était de réunir les forces politiques, la société civile, en vue d'une cohésion. Parce que la nation fait face à une guerre, à une insécurité. C'est ça l'objectif. Mais tel que les choses se sont passées, on a eu l'impression qu'il n'y a que l'union sacrée, les sociétés de l'union sacrée. Il y a quelques opposants aussi. Oui, mais je veux en venir. Qui ont fait le déplacement. Oui. Ça donne l'impression. Il n'y a pas quelqu'un qui a les monopoles. Ça donne l'impression qu'à 80%, c'est l'union sacrée qui s'est auto-consultée. Je ne condamne pas qui que ce soit. Les gens du FCC, de l'époque, ne sont pas venus, ils ont leur raison. Mais l'idéal... On a vu le président de la jeunesse du FCC qui est allé voir le professeur Eberhond. Oui, mais je veux en venir, vous me coupez la parole. Allez-y. Les responsables de la jeunesse du FCC s'y est rendu. Mais l'absence des grosses pointures, des gens tels que de l'ensemble, du PPRD, et quelle autre partie, des Lécidés, ces gens devaient être là pour faire bloc. Il y a encore une nuance. Vous croyez vraiment que ce monsieur qui représente la jeunesse d'une grande famille politique comme le FCC n'est pas une grosse pointure? Non, il n'est pas une grosse pointure. Il faut viser, parce que la nation est en péril. Il faut les responsables, les têtes d'affiche des grands ensembles. Donc ces négociations, ce ne sont pas des négociations. Les consultations se sont terminées, à mon sens, dans un climat mi-figue, mi-raisin. Le prof Berhand a fait ce qu'il a fait. Je crois qu'il reste à faire. Le président de la République a besoin d'une cohésion effective. Blaise, je voulais peut-être... Blaise, je ne sais pas si je vais... Je voulais mettre un peu de l'emphase par rapport à ce qu'il dit. Sinon, je vais oublier, Blaise. Je vous donne la parole, Oscar Mbal. Je croyais que vous alliez saluer la bravoure de ce monsieur qui a défié même les responsables de son parti politique parce qu'il a vu que la nation était en danger, comme vous veniez de le souligner. Mais vous dites que c'est une pointure qui pèse pas, je suis un peu navré. Vous avez le même point de vue que lui? Non, je ne partage pas totalement le même point de vue que lui. Dans ce sens qu'il faudrait peut-être commencer par saluer l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
de convoquer les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale parce que la nation est en danger. Vous savez, il y a des velléités expansionnistes du Rwanda, vous le savez, qui est en train de réclamer la partie est du pays parce qu'il veut même corriger les tracés issus de la colonisation, disant que les grands Kivu auraient appartenu au Rwanda dans l'ancien temps. Maintenant, pour revenir à ce que notre ami a dit, vous savez, le chef de l'État a utilisé ce qu'on appelle la politique de la main tendue. Vous savez, sous d'autres cieux, quand les intérêts de la nation sont en danger, quand un pays est en danger, il n'y a plus opposition, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de majorité. Tout le monde à l'unisson. Vous voyez? Mais ce n'est pas le cas avec la RDC. Et cela démontre que, je vais épouser, c'est qu'une certaine opinion dit que les Congolais n'aiment pas leur pays. L'affaire de l'Est, ça ne concerne pas un Moussoaïli, un Mungala, un Mukongo, ça concerne tout le monde. Moi, je pense que même les opposants, c'est là qui s'appellent opposants, ou les grosses pointures, comme tu les appelles, devraient répondre à cette Mais je ne vois pas à quel niveau Oscar me contredit. Attendez, vous allez prendre la parole. Je ne vois pas à quel niveau. Oscar. Je n'ai pas terminé. Bon, j'ai pas terminé mon idée. J'ai pas terminé mon idée. Les opposants étaient représentés. Vous n'avez pas parlé d'Adolphe Mouzito. Madame Néné Mais je n'ai pas terminé. Madame Néné Koulou. Néné Koulou est passé par là. L'opposition. Et Constant Moutamba, opposition républicaine, il a été consulté. Et voilà, je ne sais pas quelle opposition vous cherchez avec encore. Sourire. Non, c'est ma façon de parler. C'est ma façon de parler. Oscar, ton expression faciale n'accuse pas un sourire. Bon. Vous parlez avec beaucoup de sérieux. Moi, personnellement, j'ai une autre approche. J'aimerais bien préciser une chose, parce qu'il n'y a pas des Congolais beaucoup plus grands que les autres, comme tentent de le dire les grands Moufuégué. Nous ne sommes pas dans une négociation politique. Nous sommes dans une consultation. Donc les concepts se diffèrent. C'est dans une négociation politique où on parle en termes de parties prenantes, en termes de poids politique ou encore poids sociétal. Qui dit consultation par essence, parce que ça je me mets dans la peau du chef de l'État, je comprends bien sa philosophie, c'est une initiative qui met la personne qui initie dans une posture d'écoute. Écouter, c'est ça. C'est qu'elle pense. La première partie de ces processus, c'est mettre d'abord à l'écoute. Et quand on se met à l'écoute, ce n'est pas par rapport au poids politique, ce n'est pas par rapport à l'aura. Et si tel était le cas, je ne pense pas qu'on appellerait ces processus consultation politique. On allait parler de négociation politique en interne. Donc, il n'y a pas un plus grand Congolais, il n'y a pas un petit Congolais. Tout le monde est Congolais. Nous devrions répondre d'abord pour apporter notre contribution. Ce n'est pas pour des calculs du genre, c'est positionner du point de vue politique. À cette étape, si on doit le dire ainsi. Il y a une seconde étape, parce que cela a été dit clairement, que cela doit aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Qui dit gouvernement d'union nationale? C'est la mauvaise lecture qu'on a tout le temps quand on parle d'un gouvernement, de la gestion de la chose publique. C'est pratiquement les politiques qui doivent gérer les pays. Pas forcément. Et ça fait plusieurs années qu'on est resté dans cette logique, et ça fait plusieurs années les autorités que les pays n'avancent pas. Oui, on marche en reculant. On finit, comme l'a dit, comme les schémas de Grand Moufuégué, à se référer aux autorités morales du genre Katumbi n'était pas présent, tel n'était pas présent, et finalement on n'évoluera jamais. Ok. Mesdames, en fait, vous placez un petit mot sur ça. Je comprends la démarche du politique congolais, qui est une démarche de positionnement personnel. Et toute l'histoire de la République démocratique du Congo a été constituée autour de ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a une démarche contraire qui a fragilisé ou qui a détruit justement les consultations, ce qu'on a appelé le pacte social et consorts. Oui. Ces éléments ont joué... Je vais vous aider. C'est oui, le pacte social, le vivre pour ensemble, oui, dans la région, on va en parler. La construction de ces projets a participé d'une manière ou d'une autre à démobiliser l'opinion publique nationale dans la compréhension des vrais enjeux de la guerre. Parce qu'on s'est constitué, nous sommes tous des Congolais, et les morts, on ne les compte pas, le sang qui a coulé, on oublie, avançons. Et cette manière de construire la paix... On falsifie l'histoire. On falsifie l'histoire et personne n'est responsable. Et c'est ça un élément majeur qui a participé certainement à fragiliser certains opposants qui s'attendaient à autre chose. Parce que
Il y a eu aussi un schéma contraire, on présentait... On va y revenir. Voilà, on va voilà y les revenir sur éléments le pacte social. Oui. Ici, le focus est sur ces consultations qui vont Oui, aboutir, mais ça va qui de vont pair. aboutir. Ça va de pair. Parce que Il y a une relation étroite. Oui, cette autre démarche qui est arrivée certainement la première est visée dans sa construction et dans sa projection la démobilisation de l'opinion publique par rapport à l'adversaire. Parce que le discours qui circule dans l'espace public, on doit faire un effort, on a été ici, on a été à gauche, ça ne représente rien, oublions. C'est ça qui, d'une manière ou d'une autre, a participé à démobiliser le politique. Et comme le politique est à la recherche de postes, alors il va là où on lui a donné des garanties. De l'autre côté, il y a suffisamment de garanties. Là, je serai ministre, de l'autre côté, je ne le serai pas. Et donc, nous, en tant que médias, nous devons travailler pour détruire cette manière. Parce que vous voyez, lorsque vous regardez, par exemple, de 2007 à aujourd'hui, les politiques se sont construits un univers pour s'enrichir, pour vivre longtemps et rester sur la scène. Notamment avec des émoluments. Oui. Vous aurez constaté que dans notre société, depuis 2007, il n'y a que des émoluments de députés qui sont tentés de prendre de la valeur, de l'espace. La fonction publique ne compte pas. Nous, les médias, nous, la RTNC, par moment, nous sommes obligés de nous agenouiller devant des élus du peuple pour qu'on accepte. Faire une carrière de main tendue. Oui, effectivement. Ces éléments participent si nous n'avons pas le courage de dénoncer cette manière de faire. Parce qu'on sait que je vais être élu des députés, avec la cagnotte, j'aurai un nombre important de députés, j'irai au gouvernement et ma femme va entrer à l'Assemblée nationale. Mes enfants, je vais les envoyer dans le portefeuille de l'État. Il faut mettre fin à ces pratiques qui n'honorent pas le pays. Oscar Mal. Oui, Blaise, je voudrais qu'on revienne un peu sur les consultations politiques. Moi, c'est peut-être la forme de ce gouvernement qui sera issue de ces consultations. Là où je suis heureux, j'imagine qu'il n'y aura plus cette histoire de poids politique, de poids politique, parce que c'est ça la tendance. C'est ce qui freine le pays. Tout a commencé d'abord au niveau du présidium de l'Union sacrée pour la nation. Le présidium a été élargi. Il y a des mécontents. Je sais qu'il y a des mécontents parce que ça c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République dans la désignation de membres, parce que le présidium a maintenant 60 membres, je pense. 60 membres qui constituent le présidium. Et parmi ces membres, il y a des simples membres des partis politiques qui se retrouvent avec leurs autorités morales. Oui. Ça, c'est dans les pouvoirs discrétionnels du chef de l'État. C'est une bonne approche. C'est une bonne approche pour que même dans le futur gouvernement qui va arriver, je m'imagine, ça ne sera plus question de quotas, comme c'était dans le passé. On va prendre des valeurs, on a besoin de technocrates pour que vraiment la paix puisse se cristalliser. C'est ça mon point de vue. Moi, j'apprécie cette démarche. Je pense que ceux qui ont été consultés n'ont pas dit au conseil spécial en matière de sécurité. Aux consultateurs. Oui, que le plus grand problème du pays, c'est aussi les partis politiques. Ils sont trop nombreux. Quand il y a autant de partis politiques, on ne peut pas vivre dans l'ordre. Et même en termes d'idéologie. Laissez un peu Tchala développer sa thèse. Ce n'est pas possible. Il y a plusieurs conférences. Quand vous lisez des gens qui ont analysé de façon froide les politiques, ils vous disent que les hommes politiques sont amoraux. Ils n'ont pas vraiment de morale quand il y a les intérêts devant. Donc, ils sont capables d'imaginer n'importe quoi pourvu qu'ils soient là où se partage le gâteau. Donc, on ne peut pas compter sur eux. Il faudrait une main de fer dans un grand velours. Il faut être assez fort. La démocratie n'est pas une mauvaise chose, mais elle ne doit pas constituer un frein au développement. Dans le contexte actuel, le président de la République, quand il veut écouter davantage, c'est parce qu'il y a des groupuscules, des gens qui disent oui le jour et qui disent non le soir, et qui ont avec eux des chauves-souris, et qui réussissent, par les gens qu'ils drainent, à partager l'opinion publique. Nous avons une république menacée. Il y a des gens qui trouvent des explications pour justifier la menace dont est victime la République. C'est une trahison de mon point de vue. La République, les partis politiques, les églises et tout ce monde-là existent parce que nous avons une République. Si la République est en danger, si la République disparaît,
tout ce monde-là va disparaître. Nous avons Alors, vu à l'entrée de l'AFDEL, les partis politiques ont disparu. On disparaît. Parce que l'acteur principal derrière l'AFDEL, c'était le Rwandais. Oui. Vous imaginez le Rwandais en train de diriger le pays, vont permettre à quel Congolais de prendre l'expression. Non, mais Déjà vous même avez au niveau des églises. Est-ce que l'église rwandaise a une parole quelconque? Mais par exemple, Oui. ce n'est pas le cas comme notre église ici. C'est ou cela. nos églises ici. C'est cela. Vous prenez le cas de la gestion de Goma et de Bukavu aujourd'hui. Ce n'est plus le Goma et de Bukavu qu'on a connu. Aujourd'hui, c'est la répression. Les gens c'est la torture. vivent dans la c'est le viol. Non, Les gens n'ont pas droit à la parole. Ils ne peuvent pas sortir. Oui. Voilà. Le Rwanda transpose en fait sa façon de faire sur le notre territoire de la territoire. RDC. Nous sommes dans un pays pluriel où nous sommes habitués à avoir des idées, des avis des uns et des autres qui divergent régulièrement et très souvent. L'unité dans la Oui, diversité. ce n'est pas très bien perçu. Au Rwanda, ce n'est pas envisageable. Alors, quand Là, vous c'est avez les les monologues. Au Rwanda, c'est les monologues politiques. Oui, c'est et le intérieurs. monologue. Alors, policier. quand vous avez les militaires rwandais sur le sol congolais, les morts sont inévitables. Parce que vous avez des gens qui pensent qu'il peut se réveiller le matin, sortir, faire ce qu'il veut. La sortir. vie, Le la vie Rwanda, d'une oui, personne, c'est pas Ça ne ça ne compte veut pas. rien dire. Alors, une petite contradiction, la gâchette est ouverte. facile. Oui, alors, si vous analysez la situation, vous comprenez que nos frères qui sont sous l'emprise de ces militaires rwandais Aujourd'hui, sont pratiquement sont en réduits- prison. sont réduits au Ils silence. sont en prison. Et vous, vous retrouvez à Kinshasa, essayez d'expliquer la présence des militaires rwandais par une quelconque mésentente au niveau politique. Je crois que c'est participer à la trahison. Ok, on revient au chapitre consacré aux consultations politiques pour la formation du gouvernement. Ça va se passer comment Souminois 2 ou on va changer la tête du gouvernement. Comment les choses vont se passer? Avant d'en arriver, moi je pense qu'on a parlé de l'initiative qui est louable du président de la République, mais il y a un petit bémol du point de vue protocolaire. Là, j'en viens à votre question. Vous avez le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité qui pilote les consultations. Bon, du point de vue texte légaux, je ne sais pas si ça devait être C'est le choix du chef. les conseillers Tu as l'impérium du spéciaux, pouvoir. tout ça. C'est le choix. C'est le choix du chef. Moi, j'ai médit personnellement, parce qu'on a un gouvernement qui est l'émanation d'un contexte politique, démocratique clair, l'émanation des élections de 2023, le gouvernement piloté par Madame Judith Souminois. La question est de savoir qui seront les acteurs et comment est-ce que ce gouvernement d'union nationale pourra naître. C'est toute la cacophonie selon moi, parce que vous avez... Cacophonie? Oui, parce que Non, c'est trop dire. la première ministre qui pilote le gouvernement actuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'image d'une démocratie à peine naissante de 2023. C'est une partie que nous connaissons très bien. Et maintenant que nous voulons un gouvernement d'union nationale, sera-t-il ce gouvernement calqué sur les acquis démocratiques de 2023 ou encore sur les cendres des acquis démocratiques de 2023, mais on aura un nouveau paysage politique qui sera assis sur de nouveaux textes. Les acquis vont rester les mêmes, c'est Non, peut-être les personnes qui vont changer. Moi, je crois Parce qu'il qu'à faut mon aller, entendement, nous aller. devrions rester en termes de consultation, écouter les Congolais, les propositions des uns et des autres pour faire face à la... Blaise, à la peut-être il y a une guerre. dimension qui échappe à Kenina. Ça nous éviterait cette course vers le partage. Peut-être il y a une dimension qui échappe à Je crois qu'on a Kenina. tiré des leçons, et je crois que les gens qui sont responsables au niveau des pays vont prendre les dispositions pour que nous puissions plus vivre le même spectacle. Nous prenons le cas par Du exemple genre du ministre partage des d'État. gâteaux. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Wagner, qui connaît son parti politique, Ou qui la voyait venir? qui la voyait, qui a connu Madame Wagner avant les gouvernements Souminois? Personne. Donc il y a d'autres, beaucoup de Wagner, de Madame Kaikwamba, qui sont de valeurs qui au sont niveau dans de ce l'ombre. pays et que le pays doit utiliser pour que les choses avancent. C'est Vous ce que comprenez? j'allais Ça, dire. c'est Donc, vrai. donc, C'est-à-dire C'est que vrai. si nous restons dans la logique de Kenina, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en passer
des autorités morales. Hein, il faut toujours qu'ils soient là, mais ce sont ces autorités morales justement qui ont mis ce pays. Blaise, dans la perspective de la composition de ce gouvernement d'union nationale, tel que le disait Oscar, il faut sauver le pays, nous sommes en guerre. On peut trouver des compétences en dehors même des familles politiques, des autorités morales. C'est ça justement. Le problème c'est que Blaise, c'est ça. L'idée. N'oublions pas les contextes dans lesquels ce gouvernement va être formé. C'est un gouvernement par rapport à ce qui se passe dans l'Est. Et avec une mission précise. Entre les acquis démocratiques, parce que le gouvernement souminois, à l'allure où vont les choses après les consultations, va disparaître. Nous devons trouver un trait d'union entre ce qui est légal, les institutions issues des élections de 2023, notamment le gouvernement qui est la photographie du Parlement actuel, et un gouvernement on ne va pas chambouler. On va rester dans le même paysage, mais prendre des hommes qu'il faut, des femmes qu'il faut, à la place qu'il faut pour un gouvernement de combat. Ça, il ne faut pas oublier. C'est ça justement. Il ne faudrait pas qu'il y ait toujours les mêmes. Mesdames, l'a souligné, on est élu député. On quitte la députation pour être... Attends. Mais justement, sur la question des textes... Ça n'a pas donné de bons résultats. On est élu député, on quitte la députation, on est au gouvernement. Et qui remplace au niveau de la députation? C'est sa femme, c'est son fils. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce paysage doit changer pour que le pays aille de l'avant. Parce que des gens comme d'autres Kaykwamba, ils y sont en quantité industrielle. Je suis pas vous allez parler de... Oui, je voudrais. Parce que ne perdons pas de vue, Blaise, les contextes dans lesquels ce gouvernement va être formé. Le pays est menacé. On veut nous amputer une partie de notre territoire national. Parce que la RDC, dans ses frontières héritées de la colonisation, c'est 2 345 410 km². Oui. La RDC, c'est 145 territoires. La RDC, c'est plus de 400 langues, 400 ethnies. Et nous n'avons que 200 km. Alors, dans ces contextes-là, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a vu juste. Si on doit tenir compte de ces équilibres, de ces textes dont parle Sedi Kenina, de ces équilibres politiques, parlementaires, le poids politique de telle formation politique, on ne va pas s'en sortir. Le chef a ouvert... On peut y aller. Kenina, tu as eu suffisamment de temps de parler. Kenina, tu as eu... un gouvernement d'union nationale et un gouvernement issu des élections de 2023. Oui, mais ça peut changer rien. Ça peut changer, nous restons toujours avec notre Congo. Non, la crainte de Kenina est plutôt formelle. Il n'y a aucune disposition légale qui a été violée, ni constitutionnelle, ni légale, dans le choix de celui qui a consulté. Le président pouvait choisir Oscar Mbal. Absolument. Pour qu'il fasse ce travail-là, pourvu qu'il lui fasse mais il a préféré prendre son conseil spécial. C'est le choix du chef. C'est le choix du président. Oui. Et dans la suite du gouvernement d'union nationale, il n'y aura encore pas un seul texte qui va être violé, parce que déjà, Moutamba n'est pas de l'union sacrée. Mais il est au gouvernement. Mais il est au gouvernement. On ne l'a pas nommé gouvernement d'union nationale, mais il pouvait être nommé aussi gouvernement d'union nationale parce que Moutamba a été pris dans l'opposition républicaine. Le ministre d'État a été pris dans l'opposition républicaine. Il était candidat président de la République. Oui. Ça revient au même. Le président écoute. Dès qu'il peut dire que le gouvernement soumis devient le gouvernement d'union nationale. Parce que c'est lui qui a écouté. Ces gens-là ont dit des choses au conseiller spécial. Le conseiller spécial a fait un rapport qu'il dépose au président. À qui de droit? Le président lira le rapport et il va se déterminer. Quand il se détermine, il pourra dire que Mme Souminois continue à gérer le gouvernement, mais les membres du gouvernement, on les change à 80%, à 50%, à 10%, ou carrément on fait un tabula rasa du gouvernement, on nomme de nouveaux ministres. Ça, c'est le président qui en décidera. Il a toute une panoplie de choix devant lui. Mais on reste dans le cadre du gouvernement issu des élections de 2023, avec une majorité à l'Assemblée nationale, connue de l'Union sacrée, et puis une opposition. Là, très bien. Très bien. J'ai rejoint Oscar Mbal. Je me dis qu'il y a un problème en termes de sémantique. Parce que vous avez les consultations, c'est pour trouver
un pacte social entre acteurs, ça nous sommes d'accord, l'initiative est louable. Mais parler d'un gouvernement d'union nationale, moi je ne pense pas, parce qu'on n'aurait pas réuni toutes les conditions. On parlera au moins d'un gouvernement de combat dans le contexte actuel, parce qu'on est en face d'une agression dans la partie est du pays. Ça, c'est on est au niveau de une guerre de mots. C'est une guerre de mots, mais ce qui est vrai. On resterait dans le schéma démocratique actuel, mais avec un nom qui est approprié, si on peut le dire. Non, mais moi, le problème de Sénile, c'est que le gouvernement qui vient... au niveau lexical. Ce qui est vrai. Restons dans la sémantique. Le débat est à ce niveau-là, mais le fond reste le même. On ne sort pas du cadre démocratique actuel, du cadre institutionnel actuel, sorti des élections de 2023, mais seulement la guerre qui nous a... Nous avons besoin d'un gouvernement. Nous avons besoin d'un gouvernement qui va répondre aux préoccupations de la population, parce que les besoins sont énormes et les préoccupations sont en quantité industrielle, et nous avons besoin de ce gouvernement. Nous attendons fiévreusement à ce gouvernement et nous espérons que le conseiller spécial est en ce moment-là en train de faire son rapport et le déposer sur la table du président de la République pour trouver une solution au niveau de ce gouvernement d'union nationale qui est attendu. Alors, ça nous prend beaucoup de temps, hein, c'est ce chapitre du gouvernement. Nous parlons du pacte social et le vivre ensemble dans la région ou la sous-région des Grands Lacs, une mission menée par les pères des églises, avec l'environnement actuel tel que les choses se présentent. Vous ne voyez pas que ce pacte social et le vivre ensemble mené par les pères des églises, vous ne voyez pas que ce pacte risque de bénéficier d'un certificat de décès quand on voit, parce que nous allons encore en parler, les négociations entre le gouvernement M23 FC au niveau du Doha et la médiation avec l'émir du Qatar. Vous ne voyez pas que les prêtres risquent de se retrouver nulle part et ça sera une coquille vide, ce pacte social prôné par les pères des églises. Oui, j'aimerais bien prendre la parole en premier. Pourquoi? Parce que vous avez tout dit dans votre introduction. Moi, je pense que le pacte social des évêques ou encore des religieux n'a plus sa raison d'être. Parce qu'ils sont encore au niveau de tournée. Ils étaient au Rwanda, ils sont en France. C'est d'abord le préalable. Mais quand vous voyez les négociations de Doha, les acteurs sont déjà autour de la table. D'abord, le fait de voir le président Tshisekedi et Paul Kagame, ça disait déjà tout. C'est déjà un grand pas qui a été franchi, et à la place des prêtres, ils devaient tout simplement rendre les tabliers. Moi j'imagine qu'ils ont été court-circuités. Ils ont été court-circuités. Ils ont été court-circuités pour compléter Kenina. Ils ont été court-circuités dans ce sens que, d'abord, dès le départ, ces pactes sociaux pour la paix et les vivre ensemble. Les vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs n'a pas rencontré l'adhésion des autres, de toutes les églises, voire des autres églises. D'ailleurs, qui ont commencé à battre en brèche cette démarche, notamment l'église des réveils, qui n'ont pas trouvé des répondants valables. Les princes de l'église, ils se sont juste choisis, l'église catholique et les CC, qui sont allés au Rwanda, qui sont allés à Goma, arrivés à Goma. Ils ont eu même du mal à justement cette agression, et les autres membres de l'église à RDC n'ont pas apprécié. Moi, je pense que c'est une initiative, à mon sens, qui ne va pas aboutir. Parce que l'émir du Qatar, qui a su rapprocher le président rwandais et le président congolais, d'aucuns ne pouvaient imaginer un jour que ces deux personnes allaient se rencontrer. Aujourd'hui, après eux, c'est les tours maintenant des belligérants, justement, la partie AFC M23 et la partie gouvernementale qui se trouve là-bas, bien que les cahiers des charges des uns et des autres continuent à diverger. Mais je voudrais prendre la réaction du grand Mufwege. Fini le pacte social et le vivre ensemble dans la sous-région des Grands Lacs avec ce nouvel environnement qui se présente à Doha. Moi, plutôt, je vois les choses autrement, sous un autre prisme, contrairement à ce qu'a développé Oscar. Nous faisons face, appelons pas ça guerre. La République démocratique du Congo fait face à une crise multidimensionnelle, dont la guerre. Il y a eu plusieurs tentatives de solutions, entre autres,
le pacte piloté par la CENCO et l'FCC. Pas le FCC. La CENCO et l'FCC plutôt, Voilà. l'Église du Christ au Congo, excusez-moi. Il dit ce pacte a été court-circuité. J'ai dit non. La maladie, ça signifie l'insécurité continue. Le président de la République, comme père de la nation, est à l'écoute de tous ces acteurs qui sont à la recherche de la paix. Il les a écoutés. Il les a écoutés, ils sont à l'œuvre. Seulement qu'il y a la dimension peut-être que dont les consultations n'ont pas tenu compte. Ces conflits ou cette crise a une dimension internationale. Et les évêques voudraient justement, dans leur périple, écouter les uns les autres. Mais là où je suis d'accord avec Oscar, dès le départ, ça n'a pas rencontré l'adhésion de tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant dire que le fond de la démarche est illégitime ou pas noble. Rechercher la paix entre Congolais, mais rechercher aussi la paix entre voisins. Le problème, c'est quoi? Les prêtres ou les pasteurs ont perdu beaucoup de temps à sillonner le monde, à voir les autorités, même nos ennemis. Mais la maladie est profonde, Blaise, ça a pris beaucoup de temps. Ils ont perdu beaucoup de temps pendant que les autres se préparaient. Et voilà, aujourd'hui, ils sont court-circuités, comme l'a dit Oscar Mbal. Oui, je ne pas tout à fait, Blaise. Je vous pose une question, Tchala. 30 ans de maladie, vous vous attendez à une guérison après 2 jours. Je vous pose une question, Tchala. Qui prend en charge tous ces déplacements des prêtres et des pasteurs? Oui, j'ai pris la parole justement pour m'interroger. La question financière. Oui, la question financière. Vous savez, l'Église catholique a joué un rôle important bien avant que la République démocratique du Congo ne soit État. L'Église catholique a facilité la colonisation, a entretenu la colonisation, a assuré la sécurité de la colonisation. Quand vous prenez, pour individualiser un peu, vous prenez Abbé Chollet et le pasteur Senga. Eric Senga. Eric Senga. Oui. Vous les voyez les deux, avant les élections de 2023, dans un camp contre Kadima, les églises de réveil qui avaient soutenu la candidature de Kadima à la CENI, pour des raisons pas très évidentes. Aujourd'hui, vous avez Eric Senga, pasteur, et Monseigneur Chollet, tête d'affiche d'un pacte social visant la paix, tout ça. Oui, qui prend en charge le déplacement de tout ce monde? C'est justement il y a 3-4 jours que les révélations ont été faites par le président de la CENCO, Monseigneur Fulgence Mouteba, Archevêque de Lubumbashi, Oui. qui allègrement a affirmé que parmi les financeurs, il y avait le Rwanda. Mais je pense quand même que la perception du danger que constituent les propos de Monseigneur Fulgence n'ont pas été évalués par lui-même, j'imagine. Parce que 2 jours après, ou le jour d'après, Eric Senga est revenu. Il a contredit. Il le contredit. Il ne le contredit pas. Il dit plutôt que c'est la communauté qui a mal compris. Qui a mal compris. Qui a mal compris. C'est qu'il a voulu. Nous avons mal compris les propos au niveau de la réception. Ça a été mal interprété. Les propos tenus par Monseigneur La Fulgence. réception de cette communication. Comment on a mal Ça compris? veut dire, ils sont responsables de leurs propos, mais ils ne sont pas responsables de ce que nous comprenons de ces propos. Quand vous dites que vous avez parmi ceux qui vous ont financé le Rwanda, on comprend tout de suite. Et le Kenya. C'est le Rwanda qui est en guerre contre la RDC. Mais Il vous finance. Oui, il aurait dû dire aussi que le gouvernement congolais avait financé. Ça, il n'a pas dit. Non, il dit. Alors, on vous finance par le Rwanda pour une solution en RDC. Il y a quand même un problème d'éthique. Il y a un problème d'éthique et je crois que les prêtres, les évêques qui ont fait des très grandes études, on nous rappelle très souvent qu'on ne devient pas prêtre par hasard. On fait des très longues études. On ne se réveille pas un matin et puis on se dit prêtre. Très bien. Il y a tout Donc un long parcours. on a un sens élevé d'éthique et de compréhension des choses. On ne va pas trouver des solutions avec un des belligérants, un des membres du désordre qu'il y a dans le pays. Il Plus finance de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans, il entretient ce désordre et puis il finance. Mais attendez. Ce sont les pasteurs qui reçoivent Ok, ça. Ils moi, reçoivent ça. moi, C'est indécent. On perd la fin. moi je regarde plutôt l'espace
de contextualisation, l'espace contextualiser. de Grands Lacs. Oui. Quand je me souviens qu'en 2006, on a lancé la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et que lorsqu'on ne s'inscrit pas dans ça, ils n'ont vu que des acteurs politiques. Puisqu'on est dans le pays des Grands, quelle est la part de la société civile dans ce pays-là? Quand ils sont arrivés en Ouganda, au Rwanda, au Kenya, ils n'ont pas rencontré les églises, ils n'ont pas rencontré la société civile. Alors, seulement les hommes politiques. Alors, quelle est cette perception de la région des Grands Lacs? Le pacte social, là, lorsqu'on dit, en réalité, nous parlons de la République démocratique du Congo, mais on a ajouté juste un concept, Grands Lacs. Je ne vois pas la part des Grands Lacs, parce que ni la société civile, ni les églises des Grands Lacs n'ont pris part à ces débats. Et puis un acteur important a été oublié, un acteur étatique, le Burundi. Oui. Ils n'ont pas visité le Burundi. Ils n'ont pas été au Burundi. Peut-être que c'est dans leur agenda. Ah, mais c'est quand même assez curieux. Alors, pourquoi ils sont allés même en Europe et puis sans passer par le Burundi? Alors, mais justement, qu'est-ce que la France a à voir avec l'espace, la région de Grands Lacs? La France il y a des agendas cachés. Voilà. Apparemment. Alors, nous allons parler maintenant de ce voyage de la première ministre aux Émirats Arabes Unis pour vendre l'image du pays et présenter les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo dans les différents secteurs, la vie nationale, mais un voyage qui a abouti notamment à la visite de la firme DP World. Oui, cette firme qui est classée 3e mondiale dans la construction des infrastructures portuaires. Et bonne nouvelle parce qu'on a annoncé la remise officielle de l'ouvrage du port en eau profonde de Banana en 2026. Juste une réaction, Oscar, et puis on passe à autre chose. Oui, Blaise Bokokia, moi je suis très content parce que souvent on reproche à nos autorités de rester plus dans les bureaux. Vous savez, moi j'ai visité les ports autonomes de Pointe-Noire, n'est-ce pas? C'est au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, oui. C'est un port en eau profonde. Il y a des gros bateaux, n'est-ce pas? Des paquebots, des gros navires qui accostent à ces ports avec 25 000 conteneurs destinés notamment à la République démocratique du Congo. Qui passe par là. Et c'est un manque à gagner pour le pays. C'est la raison pour laquelle le Congo-Brazzaville tenait au projet de la Banque africaine de développement pour la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazza. Oui. Mais le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu mordicus à ce qu'on construise d'abord ces ports en eau profonde pour ne pas asphyxier économiquement la province du Congo. Et je salue justement cette visite de la première ministre à Doha. Oui. C'est très très important à Abu Dhabi. C'est très très important dans le sens que si les ports en eau profonde, les travaux arrivaient à se terminer... 2026, c'est déjà demain. Hein? 2026, oui, pour les premières installations. Soulagement pour le pays, rassurez-vous que ça va d'abord limiter les temps, parce que quand vous commandez la marchandise à Dubaï, pour Kinshasa, il faut compter au moins 50 jours, si pas 45 jours, pour que la marchandise vous arrive. Les conteneurs doivent transiter... Aujourd'hui. Avec ce port... le temps sera réduit. Un mois, 25 jours, vous avez votre marchandise. Moi, je pense qu'il faut saluer cette visite. J'ai rejoint Oscar pour dire qu'il s'agit là d'un outil économique important pour la République démocratique du Congo. Et du point de vue stratégie économique, je me dis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a réussi son pari, parce que c'était les combats des différents gouvernements qui se sont succédés. Qui n'ont pas pu faire. D'un côté, on bloque le projet pont-route-rail sur le fleuve, projet dans lequel voulait investir considérablement, mais de l'autre côté, on avait du mal à lancer réellement le projet de construction d'un port à eau profonde. À Banana. Aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi, le projet a abouti et 2026, c'est déjà les deadlines. Et la dernière visite de la première ministre, moi je considère ça comme une forme de pression. Et pression avec raison, parce que quand vous laissez ces constructeurs à leur guise, vous donnez un deadline et attendre, vous pouvez attendre 2, 3 ans, 4 ans de plus par rapport au deadline, ce qui était prévu. Et la présence de la première ministre à Doha, au Qatar, a boosté justement. À Abu Dhabi. À Abu Dhabi. Pas Qatar. Ce sont des partenaires qui sont et puis ils sont très proches. A boosté justement ces projets, et c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui une année, une date
précise concernant la Très bien, Mais très bien. On n'a plus de temps. Oui, Blaise, Blaise, c'est une question de vie ou de mort, sinon. Parce que la première ministre, le fait qu'elle soit allée à Abu Dhabi et qu'elle revienne avec ce deadline en termes de date, impose à l'intérieur une cohérence et une autre façon de faire pour ne pas être surpris par l'arrivée de ce port. Il faut des rails de Mwanda, oui, de Mwanda à Matadi et de Matadi. La route est déjà construite. Hein? Oui. La route est déjà très, ça c'est déjà très bien, mais oui, mais pour un transport, oui, pour un transport, de Kinshasa jusqu'à Banana. Mais pour un transport beaucoup plus rapide et beaucoup plus moins cher, il faudrait que ces trains les rails soient réhabilités le plus rapidement possible, mais pas seulement les rails Kinshasa et Mwanda. Il faudrait relier Kinshasa au port Franqui. Il est beau. Pour que l'on soit en mesure de nous affranchir de la dépendance de la Zambie et de l'Afrique du Sud dans cette région-là, sud-ouest. C'est un voyage donc très important, ça va renforcer l'indépendance économique. Un voyage bénéfique pour le pays. Nous allons terminer, chers amis, par ce point qui semble un peu diviser les Congolais avec cet éventuel retour de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il a dit qu'il passerait par la partie orientale. C'est tellement vague que ça donne lieu à des spéculations. Pourquoi doit-il y rentrer absolument par la partie occidentale? Pourquoi il ne pouvait pas prendre son orientale, avion? Il a dit. La partie orientale. Moi, je parle de quoi? Occidentale. Pourquoi ne pouvait-il pas prendre son avion et rentrer à Kinshasa? Il a ses maisons, il a ses affaires. Mais il préfère passer par la partie orientale. Ça sera, on fait juste le tour. Hein. Moi, je poserai... Le tour de table, puis on termine cette émission. Oui. Pardon? Pourquoi un retour fortement médiatisé? Quand un citoyen congolais rentre dans son propre pays, pourquoi ça doit être un problème médiatique? C'est cela. Qu'est-ce qui se cache justement derrière ces retours? On sait qu'il est parti. Quand on sort, on rentre, non? Et quand il est parti, personne ne le savait. Personne ne le savait. Si le départ n'a pas été médiatisé, et pourquoi le retour doit être si mobilisateur? Joseph, Oscar Bal? Oui, ces retours fait couler beaucoup d'encre. Ça fait jaser dans beaucoup de milieux, de beaucoup d'officines. En fait, la question, c'est celle justement de savoir pourquoi annoncer, comme l'a dit Médard tout à l'heure, pourquoi annoncer avec pompe ces retours, et surtout dans une partie sous occupation. Je parle des zones sous occupation, notamment Bukavu et Goma, mais il n'a pas non plus dit qu'il va rentrer par Goma ou par Bukavu. Il a parlé de la partie orientale. Ça peut être Kisangani, ça peut être Bunia. Mais seulement cette partie est sujette aujourd'hui à l'instabilité politique, à l'instabilité sécuritaire. Mais pourquoi annoncer ce retour là où il y a eu beaucoup de morts, là où il y a la guerre, là où les peuples ne savent pas s'exprimer? En fait, c'est ça qui gêne un peu les communs de mortels. Devant un ballon d'essai, il va tester qu'est-ce que l'opinion, qu'est-ce que les Congolais diraient, c'est ça. Et alors pour pouvoir rectifier d'une manière ou d'une autre. Joseph Kabila est resté à Faune pendant près de 5 ans, il ne parlait pas. Et puis, il y a même des gens qui ont dit que non, il a créé son université de Kara. Donc, le recteur de l'université de Kara... Donc, on a tué l'université. Il a tué sa propre université. Je me dis, Joseph Kabila s'est construit une sorte de mythe autour de sa personne, de quelqu'un qui parle peu. Et quand on parle peu, la parole devient chère. C'est la loi de l'or. C'est ça la logique. Mais je suis très déçu quand j'entends parler, notamment c'est un communiqué qui est sorti d'un cadre ensemble de Moïse Katumbi, au lieu que ce soit un cadre du FCC. Donc il est doublement porte-parole de Kabila et porte-parole de... On ne comprend pas cette forme de dissonance. Et pourquoi cette grande médiatisation? Je me dis, il fait son show politique. Mais ce qui est déplorable, nous sommes devant une situation qui est dramatique. On ne surfe pas sur la misère d'une population. Sur le sang. Sur le sang. On ne fait pas son show politique devant une situation, devant une tragédie humaine. Comme ça se passe aujourd'hui. Comme ça se passe aujourd'hui. Sur ce point-là, moi, personnellement, je me sens... très déçu. Je suis vraiment déçu. Les retours de Joseph Kabila devraient être en principe un moment conciliant, un moment qui devrait mettre tout le monde ensemble, parce que
il s'est construit, je l'ai dit tout à l'heure, une image, une sorte de mythe, mais pas seulement ça, on l'appelle père de l'alternance politique. Il devrait œuvrer pour que cette alternance continue à produire des fruits. Apporter des fruits. Et là, il vient de jeter un pavé, une sorte de pavé dans la mare, et son retour devient de plus en plus clivant parce que chacun y va de son commentaire. Et j'ajoute une chose. Allez-y, on tend vers la fin de l'émission. Ça met en insécurité même ses proches du PPRD qui sont ici sur place parce que les discours en interne, c'est quoi? Joseph Kabila n'est pas concerné par ce qui se passe dans la partie Est. Lui-même, il a demandé au président de la République de brandir les preuves. Mais apparemment, c'est lui-même qui apporte des preuves. Et si jamais Kabila passait par Goma ou par Bukavu? Non, mais moi, je veux dire que retour controversé sur fond de fortes polémiques, des réactions dans tous les sens, tout part de la dernière prise des paroles de Joseph Kabila Windhoek. Nous sommes en Namibie, devant ses pairs. Au lieu de dire au revoir, il aurait dit à bientôt. Non, au lieu de dire adieu, je vous dis au revoir. Au regard des éléments contextuels. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Au regard des éléments contextuels, des éléments en présence, Joseph Kabila est dans une posture de reconquête du pouvoir. Tenez. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire pendant 18 ans et qui va faire... Oui, mais rapidement, Blaise. Allez-y. Il annonce ce retour peu avant la restructuration de sa machine politique, le PPRD. C'est-à-dire, c'est une rentrée politique. Deuxièmement, il dit il revient au pays par la partie orientale. C'est toute une symbolique. La partie orientale... Il devait se montrer l'homme de la situation ou comment? L'insécurité, les agitations. Mais ce qui blesse, c'est là où les gens n'acceptent pas ça. Vous avez suivi les propos de Joseph Kabila traînent certaines accointances avec notamment l'AFC et les autres. Il a même demandé à l'Afrique du Sud de ne pas venir en aide à la RDC. Et selon lui, certaines revendications du M23, c'est des revendications populaires, c'est légitime. Pas certaines, les revendications sont donc, légitimes. Moi je le regrette, Joseph Kabila, avec ses 18 ans au pouvoir, devait être une espèce de réservoir en termes de capital, de gestion. Mais n'oubliez pas que c'est un sénateur à vie. Il pouvait être jouer le rôle d'extincteur. D'extincteur, mais comme le disait Cédric. Mais il est plus officiellement, il est plus pris en charge de deux manières. Comme le disait Cédric. Il est pris en charge continuellement comme sénateur à vie. Oui. Mais comme ancien président de la République. Chaque fin du mois, il le reçoit. Oui, mais je vais chuter par là. Comme sénateur à vie et comme président de la République. Blaise, je vais chuter par là. Non, je vais chuter par là. Allez-y. Médard dit il a deux casquettes, sénateur à vie, ancien président de la République. Je chute pour dire que... Et il est payé par l'État congolais. Oui, lorsque vous lisez l'article 4 de la loi portant statut des anciens présidents de la République, Joseph Kabila est astreint à une obligation de réserve. Mais ces sorties médiatiques mettent en péril la République, ça c'est regrettable. Très bien, Tchala. Ah, non, la télévision, c'est le temps. C'est un aspect, on semble oublier cet aspect. Je me dis, il rentre par la partie orientale. C'est un ancien président, c'est une grande personnalité. La première des questions, qui prendra en charge sa sécurité. D'autant plus que nous savons très bien qu'il s'agit de l'armée rwandaise. Parce qu'il est censé sécuriser par les forces loyalistes. La partie est du pays. Cette ambivalence, c'est ce qui inquiète un peu le pays. Ça inquiète Tchala. Oui, il revient au pays, mais sa famille politique boycotte les consultations et a même commencé à boycotter les élections de 2023. Voilà. On veut d'une chose et son contraire. Je crois que Kénine a levé un petit peu le coin du voile. Je pense que Joseph Kabila, c'est mon point de vue, il ne tient pas compte du statut qui est le sien en tant qu'ancien chef d'État. Je pense que le problème est à ce niveau-là. Il a considéré, j'imagine, cet État-là comme une pause. Il était en pause et qu'il va redevenir président de la République. C'est ce qui a un peu perturbé sa façon. Les 5 ans qu'il a passés, c'était sa pause. Il pensait que pendant cette pause, il pouvait bien revenir, mais il constate que ça ne va pas être le cas.
il est maintenant sorti de sa tanière. Et quand il sort de sa tanière, il a oublié toutes les lois qui ont été votées pour sécuriser sa personne, pour lui donner un statut particulier. Il fait parfois des sorties dignes d'un politicien vulgaire. Je vois des gens sur les réseaux sociaux qui parlent de... C'est pas trop dire ça. Non, qui évoque Tshisekedi Étienne Tshisekedi qui en 2002 ou 2003 s'est rendu à Kigali, puis il est allé à Goma avec le RCD Goma pour l'alliance de sauvegarde du dialogue. Non, il y a plutôt des éléments de réponse. Moi, je suis bénéficiaire. Nous allons y revenir. Oui. Bon, moi, je ne suis pas... C'est tellement intéressant. C'est un sujet intéressant. Je ne suis pas là, je ne suis pas dans ça. Oui, moi, je suis en train de conclure en disant que ce sont deux personnes différentes avec des statuts différents. Joseph Kabila Kabange est ancien président de la République démocratique du Congo, 18 ans. Il devrait revêtir la lourdeur de la fonction qu'il a occupée depuis toutes ces années. Si le PPRD est resté calme pendant ce temps, parce qu'en réalité, c'était le PPRD qui devait réagir, être très content du retour de Joseph Kabila. Ce n'est pas le cas au PPRD. Et ce qui a été curieux aussi, c'est que ce soit Kamitatou Olivier qui donne les détails sur pourquoi il arrive, comment il a libéré. Je vais terminer. Je n'ai pas beaucoup parlé, Blaise. Je voulais parler 30 secondes. Juste 30 secondes. L'idée de rentrer au pays... Top chrono, 30 secondes. Allez-y. L'idée de rentrer au pays pour Joseph Kabila, en tant que fils de ce pays, on doit le considérer en tant que tel, est bonne. Mais la manière, annoncer ce retour par l'Est du pays, si ça vient de lui, ce n'est pas une bonne chose. S'il a été conseillé comme ça, c'est là qu'ils lui ont donné ces conseils-là, ils lui ont rendu un mauvais service. Parce que l'Est du pays, c'est la partie la plus meurtrie de la République. J'ai dit c'est toute une 30 ans de guerre, 30 ans d'instabilité, les populations sont en errance, même si on veut se montrer comme étant l'homme de la situation, mais pas rentrer par l'Est. Très bien. C'est ça ma façon de voir les choses. Très bien. Alors, mes chers amis, laissez-moi vous dire merci. Merci pour cet échange avec des choses sérieuses qu'on a évoquées ici, des points saillants de l'actualité. Mais aux téléspectateurs de ne pas oublier que nous allons, c'est cyclique, hein, c'est chaque semaine, chaque week-end, nous nous retrouvons pour cette émission en toute vérité. Ici, on est dit que la vérité, nous restons au fait. Parce que le fait est sacré, les commentaires est libre. Nous terminons cette émission par cette saga judiciaire qui poursuit le député national Matata Pognon, ancien Premier ministre, qui est convoqué à demain au niveau de la Cour constitutionnelle. Le lundi 14. Convoqué le lundi au niveau de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Nous retrouver la semaine prochaine pour justement échanger des points saillants de l'actualité.